Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de À cœur ouvert, des parcours, des voix, des vérités. Il y a des personnes qui ne prennent pas de place, elles créent un espace. Des femmes qui n'élèvent pas la voix, mais qui réveillent quelque chose de très ancien en nous. Aujourd'hui, je reçois une femme qui parle au cœur sensible, aux âmes atypiques, à celles et ceux qui ont longtemps cru qu'ils étaient trop. Elle ne promet pas de devenir quelqu'un d'autre, elle invite à se réconcilier avec qui l'on est. Aude Valérie, bienvenue dans À cœur ouvert. Bonjour Cynthia et merci beaucoup de m'accueillir dans cet espace, un espace sacré, peut-être en 2 mots aussi. Tout à fait. Je suis vraiment heureuse d'être là. C'est un plaisir. Et tu sais, Aude, j'ai envie de te dire beaucoup de choses, mais je vais démarrer par la présentation, enfin l'image que j'avais de toi, pour te dire. Hein. En fait, ce que je perçois de toi, Aude, c'est une présence qui n'impose rien, mais qui autorise beaucoup. Et en fait, j'ai le sentiment que tu sembles tenir l'espace pour celles et ceux en fait qui n'ont jamais vraiment trouvé leur espace à eux en fait. Et aujourd'hui, voilà, dans À cœur ouvert, dans ton épisode, moi j'aimerais qu'en fait qu'on oublie les programmes, les rôles, les mots bien rangés et qu'on aille en fait rencontrer la femme que tu es derrière ta fonction. Donc avec plaisir que tu te présentes. T'as déjà dit beaucoup de choses, merci pour cette perception. Donc je m'appelle Aude Valérie Young, je suis docteur en sciences et comme tu l'as dit, en fait, j'accompagne principalement les hauts potentiels sensibles à rayonner leur sensibilité et à incarner leur juste place dans le monde. Donc tu vois, tu étais tout à fait sur la même longueur d'onde quand tu parlais d'espace, justement, et de place. Alors en fait, dans mon approche, je dirais, c'est un chemin, et ce chemin, il est tissé de 2 fils qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent. C'est l'être et le faire. Donc côté être, il y a vraiment des accompagnements de souveraineté alchimique. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces 2 mots-là dans l'épisode. Mais en gros, déjà, ce que je peux dire, c'est que c'est un accompagnement qui est transformationnel profond et qui est centré surtout sur la réconciliation avec son fonctionnement hypersensible, l'apaisement émotionnel, tout ça, la clarté intérieure, l'alignement et la souveraineté personnelle. Et donc là, je m'adresse vraiment à des personnes qui ne veulent plus seulement fonctionner, ou s'adapter, des fois se suradapter même, mais être pleinement elles-mêmes dans leur vie et dans leurs relations. Et le deuxième fil, le deuxième pilier, c'est le côté faire. Donc là, j'accompagne les transitions professionnelles, notamment au travers de bilans de compétences, mais pas que. Parce que l'approche, en fait, elle est toujours très personnalisée. Et l'idée, c'est plutôt de faire émerger, en fait, des projets porteurs de sens, alignés avec notre singularité, notre histoire personnelle, nos valeurs. Et donc, j'aide en particulier celles et ceux qui veulent créer ou réinventer, finalement, leur vie professionnelle sans se trahir, en partant de leur pourquoi existentiel. Donc, dans les 2 cas, c'est toujours des accompagnements sur mesure. Je suis plutôt spécialisée dans les approches brèves, mais toujours avec profondeur au niveau du travail intérieur. Voilà ce que je pourrais dire en introduction. C'est une très belle introduction et on ressent surtout que c'est axé sur l'humain. Donc tu es à la bonne place, tu es vraiment axé du coup sur les valeurs du podcast, hein, qui sont aussi axées sur l'humain et bravo d'ailleurs pour cette belle action que tu mets à l'accompagnement de toutes ces personnes qui viennent te voir. C'est comme ça qu'on s'est connus, c'est comme ça que j'ai raisonné, c'est comme ça que j'ai senti aussi que je pouvais avoir cet espace au travers justement de ce que tu proposais. Donc c'est réciproque. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je suis vraiment très très contente de t'avoir là dans l'émission et de te découvrir
comme tout le monde. Alors, Exactement. Aude, si tu le souhaites, on va démarrer. Donc, comme tu le sais, le podcast, il est axé donc sur 3 thématiques, 3 piliers. Tu vois, tu parlais de piliers tout à l'heure. Ben là aussi, il y a 3 piliers. Donc, le parcours, la voix et la vérité. Donc, on va démarrer par ton parcours. Alors, Aude, à quel moment de ta vie tu as compris que ta sensibilité n'était pas un problème à corriger, mais un langage à apprendre? Alors j'adore cette question. C'est vraiment la question du déclic, de la transition, de la transformation. Et avant de parler de ce moment, je pense que pour recontextualiser, j'aimerais juste un petit peu revenir plus dans le passé. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, longtemps, en fait, j'ai cru que ma sensibilité, en fait, c'était un défaut de fabrication. Donc quelque chose de trop intense, trop lucide, trop perméable. J'étais vraiment comme une éponge. Et en fait, finalement, j'ai longtemps, avant d'arriver à ce moment-là, essayé vraiment de la contenir, c'est-à-dire de la rationaliser, de la discipliner, de la faire rentrer, on va dire, voilà, dans un cadre. Et notamment parce que je suis scientifique aussi de formation, donc le monde académique et scientifique où j'ai évolué, forcément, amené à ça. Et donc, dans ma vie extérieure, j'ai construit une sorte de vie extérieure forte, hein, donc des études exigeantes. J'ai fait ce qu'il y avait de plus dur à l'époque, les classes préparatoires, l'école d'ingénieur, le doctorat. Je suis allée jusqu'à l'habilitation à diriger des recherches, qui est le plus haut niveau en fait d'études en France reconnu. Donc voilà, une carrière, des performances, etc. Mais intérieurement, j'étais vraiment coupée de moi-même et de mes perceptions profondes, en fait, de ma vérité. Alors, au-delà de cette carrière scientifique, je dirais que les premiers signaux, ils sont apparus bien plus tôt. En fait, à 19 ans d'abord, j'ai vraiment traversé une crise existentielle. Donc, comment ça se manifestait? Il y avait des angoisses profondes. Il y avait une forme de phobie sociale, il y avait des états dépressifs. Et à l'époque, je mettais pas du tout des mots sur l'hypersensibilité, etc. Pour moi, c'était pas ça, en fait. Mais clairement, j'étais dans le mal-être et je sentais que quelque chose, en fait, n'allait pas chez moi. Bon, maintenant, avec le recul, hein, la distance, je vois qu'en fait, c'était le début d'une quête, une tentative assez maladroite parce que j'ai vraiment tâtonné, qui a été douloureuse, mais sincère, de comprendre, en fait, qui j'étais vraiment. Et puis, après, il y a eu d'autres effondrements silencieux, donc des moments où extérieurement tout allait bien, mais où intérieurement, en fait, tout sonnait faux. Et c'est autour de la trentaine, pour répondre à ta question, qu'il y a quelque chose qui a basculé. Alors d'une part, j'ai pas précisé, donc je suis alsacienne d'origine. Mon nom de famille, il a une consonance quand même germanique. Je suis passée par la Lorraine, comme dans la chanson, à la fois pour mon doctorat et aussi pour mon premier emploi. Voilà, parce que j'ai exercé d'abord en tant qu'ingénieur prévention dans un service de santé au travail, voilà, médecine du travail. Et donc déjà, j'ai eu ce grand déménagement en Bretagne, où je suis toujours aujourd'hui en fait. Et là, il y a vraiment eu des rencontres inspirantes, des découvertes. Et dans ces découvertes, puisqu'en fait, bon, à partir de mes 19 ans, j'étais vraiment dans des approches plutôt conventionnelles, classiques, psychothérapie, etc., qui m'ont apporté des choses, hein, je ne dis pas, mais il me manquait des pièces de puzzle, il manquait des outils au-delà de la compréhension ensuite pour en faire quelque chose de cette sensibilité. Et donc, l'outil, hein, dans mon cas, qui m'a vraiment amené énormément de choses, c'est l'énergétique. Et je m'y suis même formée parce que j'ai adoré ça. Ça m'apportait tellement de bien-être et je me ressentais beaucoup moins justement éponge. Et surtout, dans cette transition avec ces personnes que j'ai rencontrées, j'ai commencé en fait à sortir de l'histoire que je me racontais parce que il y avait une petite voix en moi qui me disait mais en fait tu dois être fort, tu dois maîtriser, tu dois prouver ta valeur, t'es pas légitime. Et j'ai compris que je m'étais identifiée à un personnage, à un rôle. Et comme si je vivais sur une scène de théâtre intérieur, enfermée complètement dans ce rôle, dans ce que je m'étais raconté. Mais à ce moment-là, j'ai senti
en fait qu'il existait en moi une autre partie que je n'avais jamais vraiment écoutée. Alors comment la qualifier? Moi je dirais c'est une présence qui est plus vaste, qui est plus profonde. Suivant les personnes, on peut l'appeler le soi, on peut l'appeler l'âme. Voilà, on peut appeler ça de plein de mots différents. Mais en fait, c'est là que j'ai compris que ma sensibilité ne me faisait pas en fait dysfonctionner, mais qu'en réalité, elle m'informait. Et sauf qu'à l'époque, comme c'est un langage, j'avais pas appris quoi faire de cette information. J'étais surchargée. Je n'arrivais pas du tout à comprendre ce que je devais en faire. Mais en fait, c'était un système de perception qui était très fin. Un langage du vivant, comme j'aime bien le dire, en fait, finalement, parce que c'est quelque chose qui nous relie au monde. Et à partir de ce moment-là, finalement, j'ai arrêté de vouloir la corriger. J'ai commencé à l'écouter, à l'étudier aussi, à l'apprivoiser, parce que dans les approches que je propose, j'ai aussi créé des outils, parce qu'il y a des choses que j'ai pas trouvées ailleurs. Donc, quand je dis l'apprivoiser, c'est que voilà, je l'ai expérimenté sur moi. Mais c'est là que j'ai vraiment devenu finalement le socle de tout ce que je transmets. Waouh. Je te remercie pour cette explication, cette première ouverture de cœur. Et pourquoi je te remercie? Parce que je sais que c'est pas simple. Déjà, c'est pas simple de passer dans un podcast. C'est pas simple de dire ce qu'on a dans le fond de son cœur. C'est pas simple parce que ça fait remonter des émotions. Et c'est pas simple non plus parce qu'on se dit, les gens vont savoir. Donc déjà, Aude, bravo, vraiment bravo. Je me suis reconnue dans beaucoup de choses. Voilà, ça a fortement résonné en moi, notamment sur le fait de cacher un peu sa sensibilité et de se dire, non, j'ai pas le droit. Ouais. Et je pense que les personnes qui écouteront déjà ce premier passage se reconnaîtront et se diront ah ouais, c'est un mince. Oui. Elle a raison. Elle a raison. Il faut qu'on accepte. Ça fait partie de nous. C'est comme ça. Il n'y a pas de mal en soi. Il n'y a pas de mal. Nous sommes constitués comme ça. Comme tu dis, le divin nous a mis ça dans notre ADN. Oui. Il faut assumer et dans tous les cas, ça ne peut que devenir une force. Oui. Que ça nous permet de ressentir peut-être certaines choses que d'autres ne ressentent pas. Oui. Donc en fait, c'est tout bénef, quoi. C'est tout bénef. C'est ça. Mais c'est au-delà de qui a raison, qui a tort. C'est vraiment, je propose un autre regard peut-être à poser là-dessus. C'est qu'une proposition, parce que pour moi, la vérité absolue, il y en a peut-être une quelque part, mais on peut pas l'appréhender comme ça. Donc si ça résonne, tant mieux. Je cherche pas à convaincre, mais effectivement, c'est une proposition d'accueil de nos singularités, de ce qui est, avant d'aller en faire quoi que ce soit. C'est vraiment cette première étape de ok, je me reconnais. Donc dans le reconnais, il y a je nais en fait. Je me redonne naissance à. Effectivement. Ouais. Super. Merci pour les premiers éléments que tu nous as donnés. On va passer sur le deuxième pilier, pardon. Je suis troisième parce que je suis toujours entre guillemets pressée de voir la vérité. Okay. On va y aller étape par étape. Ok, ça marche. Donc du coup, sur ta voix, Aude. Oui. Qu'est-ce que tu n'osais pas dire avant? Enfin, qu'est-ce que ta voix n'osait pas dire avant et que aujourd'hui ta voix ose? Eh bien, je dirais, il y a peut-être un mot, c'est avant, ma voix, elle cherchait surtout à être légitime, juste, sérieuse, acceptable. Voilà, rentrer dans le fameux cadre que je disais, le moule, voilà, pas déranger, etc. Et elle n'osait pas dire que je voyais trop de choses. Alors, je vais aller justement donner des exemples là-dessus. Dans le monde professionnel, par exemple, dans les réunions,
je percevais souvent immédiatement des tensions, des non-dits, des jeux d'influence, alors qu'en fait, lors du jour, on n'était pas du tout sur le plan humain, on parlait vraiment d'autre chose, mais je pouvais sentir qu'une décision allait échouer avant même qu'elle soit actée. Simplement parce que dans ma perception, je sentais que les personnes, elles n'étaient pas alignées en fait intérieurement. Mais je gardais ça pour moi. Je me disais non, c'est pas scientifique, c'est pas prouvable, c'est perché, voilà. Donc en fait, je me taisais, mais je sentais. Et donc justement, ma voix, je pense qu'elle osait pas dire que je ressentais, souvent même avant de comprendre. Qu'une émotion, en fait, elle apparaissait dans mon corps bien avant que le mental y puisse l'expliquer. Par exemple, c'était être envahi par une tristesse, une lourdeur, une tension, et de comprendre ensuite, plus tard, que ça correspondait peut-être à ce que vivait quelqu'un que je venais de voir, ou une situation problématique que mon esprit n'avait pas encore formulée. Des fois, ça m'appartenait, des fois, ça m'appartenait pas. Et des fois, voilà, sur le coup, je ne comprenais pas. Ça venait après. Et justement, j'ai tué tout ça par peur d'être jugée. Je reprends aussi des choses dans l'enfance pour peut-être ça parlera à certains qui ont aussi eu ce genre de perception parce que enfant particulièrement mon monde intérieur il était extrêmement riche quoi. Je voyais le monde avec une palette de couleurs qui était un peu différente. Par exemple, je me rappelle en maternelle, je dessinais des arbres avec des troncs dorés. C'est comme si mon regard, il lisait l'arc-en-ciel entre les lignes, mais pour la maîtresse maternelle de l'époque, mais c'était incompréhensible. Et elle nous corrigeait. Mais non, c'est pas une couleur, c'est pas possible, on peut pas, non, enfin, c'est voilà. C'est pas dans les standards. Et il y avait vraiment cette spontanéité d'être en lien avec le vivant, de parler aux arbres, aux animaux, aux paysages, etc. Et enfant, j'ai vraiment fait d'autres expériences qui étaient assez inhabituelles. Pareil, que je m'expliquais pas. Par exemple, la sensation de sortir de mon corps dans le sommeil et en fait de m'en rappeler. C'est-à-dire vraiment d'avoir une sensation physique. Ça te parle? Oui, tu as vu mon... Et en fait, de revenir, et c'était le retour qui était, voilà, il faut réintégrer son corps, c'est lourd, machin. Mais en fait, j'avais vraiment cette sensation de partir, de revenir, etc. Il y avait beaucoup de rêves aussi, je l'en fais toujours, hein, des rêves des fois qui se réalisaient après. Et il y avait aussi des perceptions de présence que je savais pas toujours nommer en fait à l'époque. Et bon, tout ça, j'ai un peu rangé ça dans la catégorie imagination bizarre, dangereux à montrer. Ah, normal. Voilà, exactement. En fait, j'ai vraiment refermé cette partie de moi, je l'ai pas exprimée pour être normale justement. Et donc ma voix, ce qu'elle osait pas dire justement, c'est que la rationalité seule, le mental, il suffit pas à dire la vérité de l'humain. Et oublions pas que je viens du monde scientifique, où tout doit être justement mesuré, objectivé, modélisé. Mais pourtant, je voyais bien que deux personnes qui ont le même parcours, les mêmes compétences, les mêmes chiffres, bah en fait, déjà, elles vivent des réalités intérieures totalement différentes. Les prises de décision importantes, ben souvent ça se prend pas uniquement avec la logique, ça se prend avec les peurs, avec les blessures, avec les élans profonds, souvent inconscients. Et c'est là où justement moi ça m'a amené à changer de camp de recherche un petit peu. C'est-à-dire de camp et de champ en fait, parce que finalement en fait pour préciser, moi j'étais chercheur spécialisé dans la pollution de l'eau. Donc je passais mes journées, j'étais voilà déjà très en phase avec l'environnement. Donc dans le scientifique j'ai essayé de trouver un terrain de jeu qui me corresponde et je passais en fait mes journées à étudier les contaminants invisibles, les résidus, tous les systèmes saturés qu'il fallait dépolluer. Mais à force de travailler dessus, il y a aussi un parallèle en fait qui s'est imposé à moi, parce que j'ai compris que l'humain, dans l'humain, il y a aussi une forme de pollution intérieure, c'est-à-dire des mémoires bloquées, des émotions qui sont pas digérées, des conditionnements, des traumas, des fois qui sont justement tus, qui sont silencieux, et tout ça, ça trouble en fait, comme dans l'eau, la clarté, les choix, les relations, et aussi des fois même ça impacte notre santé.
Et dans le laboratoire où j'étais, donc où j'ai terminé, j'étais directrice de la recherche de l'équipe. On dépensait des sommes considérables en fait pour développer des procédés de dépollution qui étaient toujours plus sophistiqués. Alors qu'en fait la source principale de la pollution restait très simplement dans nos comportements, nos modes de consommation, nos choix collectifs, notre manière d'habiter le monde, nos pensées, notre inconscient. Et c'est là qu'en fait j'ai vraiment vu le parallèle et que mon travail il a aussi changé de terrain. Et en fait je suis passée de cette étude un peu de la pollution de l'eau à l'exploration de ce qui finalement à l'intérieur de nous demande à être reconnu, des fois aussi pacifié, transformé, etc. Donc en fait dans le fond j'ai suivi la méthodologie scientifique parce qu'en fait je suis remontée à la source. En gardant en fait cette même objectivité aussi dans l'accompagnement quoi. Mais c'est plus l'eau que j'étudie, c'est la psyché et l'âme humaine et ma voix aujourd'hui elle ose dire tout ça. Encore une fois, je dis pas que c'est une vérité imposée, c'est vraiment l'expression d'une sensibilité au-delà peut-être de ce qu'on peut dire des atypiques, des personnes hors normes. Mais en fait, qu'est-ce que la norme quoi? Est-ce que les hommes, c'est pas tous une exception à une règle qui n'existe pas? Je crois que c'est un peintre ou un écrivain qui l'a dit en fait. C'est voilà, donc ma voix aujourd'hui, elle ose parler de tout ça, elle ose parler de spiritualité simplement. Pour moi, c'est pas quelque chose de flou ou d'ésotérique, c'est en fait quelque chose de très sobre. Nous sommes des êtres vivants dotés d'un esprit, donc des êtres spirituels au sens premier du terme. Et être spirituel, ce n'est pas forcément croire à quelque chose d'extraordinaire. C'est reconnaître que on fait partie de quelque chose de plus grand que nous, que notre petit ego là, nos petits personnages, nos petits moi. Donc en fait, voilà, comme tu dis, ça peut être, comme tu le qualifies, la présence divine, ça peut être le vivant, tout simplement, ou l'intelligence de vie. Et je reviens encore à ces observations scientifiques, mais quand on observe au microscope des motifs géométriques d'une feuille qui sont parfaits, une cellule, une fougère, quelque chose, on voit bien qu'il y a un ordre, qu'il y a une cohérence, qu'il y a une créativité à l'œuvre. Et nous, les humains, on n'est pas séparés de ça. On est en fait une expression de cette même vie. Alors ma voix aujourd'hui, elle ose dire que la sensibilité, c'est une intelligence à part entière. Et juste pour finir sur cette question, mais souvent j'aime bien donner l'image de la musique. Certaines personnes, elles naissent avec un instrument simple, d'autres, elles ont beaucoup plus d'octaves. Mais plus de nuances à percevoir veut aussi dire plus de dissonance possible. Ouais. On peut aussi faire plus de fausses notes puisque le champ est plus large. Donc aussi, souvent dans les parcours, c'est plus de chaos intérieur au début. Parce qu'on n'a pas appris à en jouer. On n'est pas toujours accordé. On peut même être très accordé longtemps. Ça a été mon cas. Et en fait, chacun porte en lui une note singulière, une fréquence, une voix propre à faire entendre dans le monde. Et donc, je trouve ça très beau que des espaces comme le tien, comme cet entretien, permettent justement cela, que chacun puisse peu à peu apprendre à accorder son instrument et à jouer sa note. Wow. C'est très beau ce que tu... Je sais pas de mots, tu m'as coupé. Je suis très sensible à tout ce que tu viens de dire. Ouais. Ça résonne. Ça résonne. Et pour vous qui nous regardez aujourd'hui, voilà, ça vous montre que ce que l'on vit à l'instant T, dans chaque épisode, voilà, on est dans le vrai et ça crée des sensations, ça donne des émotions et je suis très émue par ce que tu dis, parce que tu ressens, parce que tu exprimes aujourd'hui et je t'en remercie grandement. Et merci à toi de t'offrir cet espace-là. Encore une fois, ce serait pas possible sinon. J'espère que cet espace va continuer de grandir et en effet, ceux qui le ressentent, ceux qui ressentent le besoin de s'exprimer,
ben voilà, trouve cet espace. En effet, on a tous quelque chose à dire. Chacun de nous a eu une expérience, un parcours et à un moment donné, peut-être se retrouve en effet dans un alignement qui fait qu'il comprend que ça y est, il a enfin sa place. Enfin, la Complètement. place a toujours été là, mais Oui, oui, aujourd'hui, il y est pleinement. Voilà, tout de à fait. manière ancrée. Oui. Maintenant, on arrive du coup à la vérité. Aude, moi j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu transmets aujourd'hui avec justesse et mais d'abord en fait tu vois que tu as appris en fait dans la douleur ou le manque. Oui. Alors, je pourrais dire plein de choses, hein. Je pourrais dire que je transmets l'estime de soi après l'avoir cherché longtemps dans le regard des autres. Je pourrais dire que je transmets la capacité à poser des limites après m'être trop souvent oubliée pour être aimée ou reconnue. Je pourrais dire que je transmets ces valeurs effectivement de lenteur, de discernement, d'alignement. Après avoir confondu, comme je l'ai expliqué dans mon parcours, performance et puis légitimité. Mais au-delà de tout ça, en fait, il y a un concept justement dont je parlais au début. C'est un concept que j'affectionne particulièrement et qui englobe tout ça, mais qui va au-delà. En fait, c'est ce que je transmets, c'est la possibilité de vivre sa souveraineté intérieure et d'être connecté ou reconnecté à qui, en fait, l'on est vraiment. Alors peut-être justement, ce mot, je peux peut-être l'éclairer avec voilà ce que j'y mets derrière et ma définition. En fait, c'est vraiment le passage d'une vie qui est guidée par la peur et l'adaptation, la suradaptation, à une vie qui est guidée en fait par la conscience et la fidélité à soi. En fait, c'est comme tu l'as dit, on a déjà sa place, donc c'est devenir en fait chez soi, à l'intérieur. La souveraineté intérieure, c'est pas dominer, c'est pas se blinder, c'est pas devenir indépendant de tout et de tous. Hein, des fois, on peut avoir cette envie de se dire ça y est, je suis reconnue au potentiel ou hypersensible, etc. Ou je me reconnais là-dedans. Du coup, voilà, c'est un peu mes titres de noblesse. Ne m'approchez plus. Non, en fait, c'est pas du tout ça. C'est vraiment redevenir l'autorité vivante à l'intérieur de soi. Donc c'est le moment où en fait on cesse de déléguer ses valeurs, ses choix, ses émotions, son rythme, sa vérité au regard des autres, aux injonctions, aux peurs et à tous ces conditionnements qu'on peut avoir. Donc être souverain intérieurement, c'est habiter pleinement son royaume intérieur. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est le corps, c'est les émotions, c'est la sensibilité, c'est effectivement ses élans, sa conscience. Donc c'est vraiment passer de la survie à la présence, cette adaptation permanente à l'alignement et ce petit moi qui se protège avec tous ces masques, ces personnages, etc. au soi qui va plutôt gouverner avec lucidité et douceur. Pour ça, il y a plusieurs mouvements en fait là-dedans. Il y a déjà, on en a parlé, mais c'est vraiment cette réconciliation avec sa nature sensible, hein, ne plus se sentir trop anormal, défaillant, reconnaître cette intelligence du réel. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand je disais être souverain de son royaume, on peut pas être souverain durablement d'un territoire que l'on méprise. Donc il y a déjà à voilà accueillir ces parties-là. L'autre mouvement, c'est sortir des loyautés invisibles. Parce qu'en fait, la souveraineté, elle commence quand, c'est ce que je disais dans mon parcours, on rend à l'histoire ce qui appartient à l'histoire. On ne s'identifie plus par rapport à ça. Et en fait, du coup, on reprend aussi cette responsabilité de sa propre trajectoire. Donc c'est observer ces jeux de rôle, ces scénarios de survie, les croyances limitantes. Et aussi, comme j'évoquais ça au début, c'est faire le tri entre ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas. Par exemple, ça peut être des injonctions, des conditionnements familiaux, sociaux, collectifs, etc. Donc dans ce mouvement-là, en fait, c'est
reconnaître que la personnalité n'est pas le centre réel de l'être. Derrière elle, il y a autre chose. Il y a cette présence, voilà, qui est beaucoup plus immuable, beaucoup plus sage. En fait, mais c'est la force de vie en nous, hein, quelque part. Hein, c'est ça. Hein. Et ce qui libère, c'est pas en fait finalement l'amour de soi, mais le passage de l'amour avec un grand A qui est au-delà de nous, à travers nous, en fait. Donc voilà. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Il y a aussi, enfin pour moi, dans cette vérité, c'est la réunification intérieure. Donc ça passe, comme je disais, pour moi, par ce chemin d'objectivité. C'est pas un détachement froid, c'est plus une réintégration des parties. Donc en fait, c'est, par exemple, cesser la guerre entre le mental et le corps, entre la raison et l'intuition, entre la force et la vulnérabilité, entre l'ombre et la lumière. C'est pas choisir un camp, c'est en fait voilà être entre les deux et savoir danser avec, voir une même réalité avec en fait différentes facettes. Parce que le souverain, il n'exclut pas, il unifie. Hein, c'est comme à l'époque, anciennement, bah voilà, justement, il y avait des salles de doléances, il y avait des réunions comme ça où le souverain, il écoutait chacune de ses parts et les gens venaient vers lui en se disant voilà, moi j'ai tel problème, j'ai tel problème. Et le souverain, il unifie en fait. Il sort du monde du ou, c'est-à-dire c'est pas ça ou ça, pour entrer dans le monde du et. C'est ça et ça. Et du coup, ça change tout en termes de perspective, quoi. Il y a aussi un truc, j'aimerais bien revenir parce que tu l'as introduit au début et c'était super que tu l'aies perçu. En fait, dans un autre mouvement de cette souveraineté, en fait, c'est se choisir sans se fermer. Donc, dire oui, dire non, ralentir, s'engager, rester, mais non par réaction, mais en fait par fidélité à sa vérité intérieure profonde. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on peut voir dans le développement personnel, je dois devenir la meilleure version de moi-même. Non, parce qu'en fait, qui décide de ce qui est meilleur? Souvent, la personnalité, elle se projette, en fait, avec un idéal et elle se met en tension pour l'atteindre. Mais, en fait, le travail, c'est pas de devenir quelqu'un, mais de laisser plutôt tomber ce qui n'est pas vrai. Donc, c'est pas non plus, quand je disais dire oui, dire non, c'est pas poser des limites pour me protéger. Ça, c'est utile sur le plan psychologique, mais c'est en fait illusoire sur le plan plutôt spirituel. Parce que plus la personnalité se protège, plus elle se crispe. Mais poser des limites, c'est un apprentissage. Habiter sa souveraineté, c'est, comme je dis, c'est un cheminement, c'est un accomplissement. La personnalité, elle a peur, elle se défend. Mais l'âme, elle se tient juste. Elle n'attaque pas, elle ne fuit pas. Elle rayonne et ce rayonnement suffit. C'est un peu comme le soleil. Il rayonne et ça suffit largement. Et enfin, ben pour moi, c'est aussi incarné dans le monde, c'est-à-dire que c'est pas une retraite spirituelle. Hein. C'est pas, en fait, la souveraineté pour moi, quand je disais, c'est vraiment partir de soi pour aller vers les autres. C'est la qualité des relations. Enfin, elle se reconnaît à ça. La justesse, effectivement, de certains choix professionnels, personnels, la façon d'habiter son corps. Ça peut être aussi le rapport à l'argent, au temps, à l'énergie. En fait, tout ça. Donc, c'est pas reprendre son pouvoir personnel, en fait, parce que ça, c'est une illusion de la personnalité. Le vrai pouvoir, pour moi, il vient de cette grande intelligence de la vie qui est dans l'âme et finalement, il est assez impersonnel par nature, quoi. Donc, quand on dit des fois aussi, oui, mais je crée ma réalité, en fait, pour moi, c'est très flatteur pour l'ego spirituel parce que souvent, la personnalité, elle croit que la liberté, c'est faire ce qu'elle veut, mais l'âme, elle écoute autre chose, elle écoute l'intelligence de la vie, elle cherche pas à contrôler, elle s'accorde. Et elle est finalement dans cet accord intérieur que naît la seule liberté en fait qui ne se perd pas. Donc si je résume, hein, c'est vraiment la personnalité, elle cherche à contrôler, l'âme, elle cherche à s'accorder à l'intelligence du vivant, elle ne domine pas la vie, elle danse avec elle, et dans cette danse naît en fait la liberté souveraine. Donc effectivement, j'accompagne les autres là où j'ai vraiment moi-même cherché à tâtons. Hein. J'étais vraiment dans un tunnel pour moi qui a duré très très longtemps, de nombreuses années. Et en fait, pour ça que je dis on incarne parce que c'est pas juste théorique en fait. Merci beaucoup, Aude, de partager ta vérité. Voilà, celle que tu ressens aujourd'hui à l'instant T.
Maintenant, j'ai une question encore un peu plus profonde. Est-ce que tu acceptes que je te pose cette question? Bien sûr, allons-y. Allez. Alors, Aude, par rapport à tout ce que tu as dit, de quoi est-ce que tu as dû faire le deuil pour devenir une femme plus souveraine? Bah, je pense qu'il y a eu plusieurs deuils en fait quelque part. C'est le deuil le plus important pour moi, c'est vraiment au niveau de ma personnalité, au niveau de être accroché à l'histoire qu'on se raconte. Tu vois, c'est vraiment se dire, ok, c'est une histoire, et à un moment donné, comme un livre, je le prends, je peux le remettre sur l'étagère. Donc en fait, il y a ce deuil de, souvent on s'accroche à nos vérités, mais certaines vérités sont enfermantes, d'autres sont au contraire inspirantes et ouvrent le champ des possibles, mais on peut pas construire sans déconstruire, on peut pas renaître sans mourir. Donc effectivement, je pense que ta question, elle est complètement pertinente, et il y a des deuils tout au long de notre vie. Pour moi, il y a des passages. Alors tu sais, je sais pas si tu connais le langage des oiseaux, hein, c'est le langage des alchimistes, hein, les passages qu'on peut aussi écrire en deux mots. Voilà, c'est vraiment ce côté-là. Ok. Et en fait, c'est aussi comprendre que effectivement cette vie qu'on a envie de contrôler, on a envie de amour, gloire et beauté. En fait, on a vraiment des transitions, on a des pics, on a des crises, et dans ces crises, comme je disais, en fait, à un moment, j'ai dû faire le deuil de je veux tout contrôler, tout comprendre. Ça, c'est un autre deuil aussi quelque part, notamment quand en plus on est, je te dis, famille scientifique, esprit cartésien que moi j'ai eu aussi dans mes études. Donc il y a vraiment ce deuil de, au lieu de vouloir contrôler la vie, je me laisse traverser par la vie. C'est vraiment un mouvement, c'est un apprentissage, et moi j'apprends encore, hein, loin de là, hein, je suis en chemin aussi, j'ai encore des deuils à faire, il y a des deuils dans voilà les passages, même quand on est entrepreneur, en fait, bah, c'est encore un chemin de développement personnel, parce que on peut être son pire ennemi, on peut être son meilleur ami, donc tout dépend justement, mais on est seul face à soi-même. Avant, on peut se dire, ah bah, dans le salariat, ah, c'est la faute de mon entreprise, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de mon chef, c'est la faute de mes collègues. Et à un moment, il y a à faire le deuil de ça, de prendre, en fait, dans cette fameuse souveraineté, il y a cette notion de responsabilité. Mais en fait, le pouvoir est là, parce que c'est ça le paradoxe qu'on comprend pas. C'est justement en reprenant ce qui nous appartient, en laissant ce qui nous appartient pas, c'est là justement on va pouvoir être maître. C'est là on va justement être souverain. Tant qu'on est dans le déni et tant qu'on dit effectivement non, c'est pas moi, en fait c'est les autres, voilà, les états de victime, etc. Mais en fait ça peut être un moment comment dire, salvateur, parce que ça permet aussi de prendre le temps voilà de se réconcilier avec soi, et puis pourquoi pas de retrouver une certaine stabilité à un moment donné, mais ça va pas être dans le temps, ça va être juste un instant donné, parce que l'instant d'après ça va nous rattraper, et il y aura aussi à faire le deuil de ces rôles justement. J'étais aussi beaucoup dans le sauveur, clairement, donc ce rôle-là dans les deuils, de vouloir tellement aider l'autre, ou en fait au début aussi quand on découvre, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que le mot hypersensibilité au potentiel, moi je l'ai posé seulement en 2017-2018. J'ai créé mon entreprise en 2018. Donc en fait, je l'ai pas créé en fait avec ce mot-là. Le mot, il est arrivé. C'est pas à la fin de mon parcours, parce que comme dit, je suis encore sur le parcours, mais j'avais déjà cheminé. Je ne suis pas partie de ce mot en fait pour ensuite dire ok, maintenant comment je m'accompagne, quel outil, etc. Donc en fait, c'est déjà en soi aussi un peu dans le vide, et de se réconcilier avec ces parts-là. Donc il y a vraiment ce deuil. Le deuil le plus profond, je pense que c'est les histoires qu'on se raconte en fait. Et cette notion de je veux contrôler, je veux absolument que ça se passe comme ça, c'est ma volonté qui passe avant tout. Et je renie ma sensibilité, et plus je la renie, plus elle s'intensifie, et etc., etc., etc. en fait. Donc aujourd'hui, je crois que vraiment, enfin, c'est toutes ces personnes sensibles dont on parlait et que tu accueilles en fait sur ton podcast, bah c'est justement, c'est les gardiens du lien. C'est celles qui et ceux qui perçoivent en fait cet invisible entre les êtres, ce qui circule en fait sans se dire, ce qui se fragilise quand on va trop vite. Des fois,
Je parlais aussi de rythme, de retrouver de la lenteur. Aussi ce qui se répare quand quelqu'un ose ressentir vraiment comment ça peut justement inspirer d'autres personnes. Et aussi, enfin, ce cadeau de ce qui s'offre en fait au monde quand une personne ose écouter son cœur, se laisser traverser par la vie, encore une fois, plutôt que vouloir traverser par le mental. Et quand elle laisse cette intelligence de la vie la guider, même si il y a le deuil aussi à faire de peut-être être fou, de paraître en tout cas fou, stupide, décalé, incompris. En fait, il y a aussi ce deuil-là de l'image qu'on renvoie de soi, en fait. Des fois, bah justement, il y a des relations qui s'arrêtent. Il y a aussi des deuils à faire parce que on change, parce qu'on n'est pas forcément toujours compris. Mais encore une fois, on n'a pas besoin d'être compris pour continuer à avancer. Il y a des deuils aussi à faire à ce niveau-là, mais ces personnes, en tout cas, si ça résonne, ceux qui nous écoutent, ben pour moi, vous avez des cœurs lucides. Vous aspirez moins, en fait, à dominer le monde qu'à plutôt habiter votre vie avec justesse, à vous sentir libre intérieurement, ancré dans le corps, fidèle à votre vérité et à incarner une autre manière en fait d'être au monde dans vos relations, dans vos manières de travailler. Je pense qu'il y a aussi encore, je cite plein de deuils, mais cette façon, effectivement, passer du salarié à l'entrepreneuriat, c'était aussi un deuil sur cette vie, effectivement, sur ce rôle que j'ai joué à un moment donné qui m'a apporté en fait beaucoup. Mais justement, qu'est-ce qu'on retrouve derrière? Une autre capacité de créer, de décider, de travailler, etc. Il y a aussi des challenges. Hein. Je dis pas qu'aucune situation n'est un paradis ou n'est parfaite, mais en fait, toutes ces personnes, elles ont un rôle majeur en fait dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on est particulièrement dans une époque, un contexte qui est saturé de bruit, de vitesse, de contrôle et les personnes en fait sensibles, elles portent naturellement le sens, la nuance, la conscience des conséquences, en fait la mémoire du vivant. J'aimais aussi beaucoup ce que tu disais en termes de mémoire, se rappeler d'eux. Voilà, dans les deuils, il y a des fois apprendre à désapprendre justement. Pour laisser place à quelque chose de neuf qu'on n'a encore même pas imaginé parce que le mental il est trop petit. C'est clair. Et vraiment, enfin, c'est le sens de tout ça. Tous ces deuils, c'est et aussi si j'accompagne les personnes à faire leur propre deuil, c'est pas en fait pour les faire rentrer davantage dans une norme qui les contraint et les épuise, mais se réapproprier leur propre place. Et tu vois, on peut même questionner, petite parenthèse, cette notion d'hypersensibilité. Est-ce que c'est pas la société qui est devenue, à force de s'anesthésier, finalement hyposensible, cette société qui valorise la performance plus que la présence, le contrôle plus que l'écoute. Enfin, il y a vraiment tout ça derrière. Et mon envie, en tout cas, c'est contribuer à cette humanité plus lucide, plus tendre, plus souveraine, rallumer les étoiles, voilà, là où il y a eu longtemps eu la honte, du doute, du silence en chacun. Et on dit souvent que ce monde, il n'est pas fait pour les hypersensibles. Je crois que c'est à la fois vrai et profondément faux. Voilà, dans le monde du et, ça y est, on y est. Vrai parce que on peut se dire en fait, il y a effectivement un mal-être réel, il y a souvent de la souffrance en fait par rapport à ce monde qu'on voit qui récompense effectivement peut-être la vitesse, la coupure du sensible, la dureté, etc. qui coupe la rationalité avec cette part-là plus sensible. Mais en fait, c'est faux parce que ce monde, dans son essence, a été bâti justement par la sensibilité. La capacité à ressentir, à relier, à imaginer. Donc en fait, c'est pas un défaut, c'est juste plutôt l'oubli de soi qui fait mal et c'est plutôt se rappeler. Et le chemin, c'est effectivement moins devenir quelqu'un d'autre qu'à revenir à qui on est vraiment. Alors oui, ce monde, il peut sembler parfois trop rude pour les hypersensibles, mais en réalité, c'est à eux qu'il appartient de lui rappeler à ce monde son humanité. Voilà. Ouais.
Ouais, il y a plein d'émotions. C'est la vie. Oui. C'est la vie. Ça circule. Ça circule. Ça circule, ouais. Mm. Ça circule Ouais. et comme j'ai envie de dire, comme tout à l'heure, vous voyez, on ne triche pas dans un cœur ouvert. Si on a envie de pleurer, on pleure. Ouais. Et voilà. Si on a envie, voilà, de s'exprimer, on s'exprime et c'est le but de ce podcast, de donner la parole, de laisser la place pour que vous puissiez prendre votre place. Aude, je suis hyper émue par tout ce que tu dis. En effet, ça circule. Ça circule et je suis contente de le lâcher en direct. On sent la joie, ça pétille, ça pétille. Donc voilà, ça montre aussi toute l'étendue de ta bienveillance et j'ai envie de dire de ta compétence dans le ressenti, dans l'accompagnement de l'humain. Dans tous les cas, tu parlais de chemin tout à l'heure. Moi, je suis contente que tu sois sur mon chemin aujourd'hui. Pareillement, c'est une co-création, c'est un espace qu'on a, voilà. C'est très très beau. Aussi, donc c'est très très beau. Et on arrive à la fin de ton épisode. Et j'ai envie de dire que si une personne sensible, hypersensible, même sensible, hypersensible, en fait, nous écoute, en se demandant encore si elle a sa place dans ce monde, que tu parles du monde, qu'est-ce que tu aimerais lui murmurer? Donc, en effet, pas pour la convaincre, comme tu dis, mais pour l'apaiser. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses. C'est vraiment cette dernière phrase que peut-être je peux répéter pour la laisser résonner parce qu'on a des fois besoin de l'entendre à plusieurs niveaux. Et en fait, on peut croire effectivement que ce monde n'est pas fait pour les hypersensibles, mais c'est à eux qu'il appartient. Et juste se laisser en fait imprégner de ça, des fois, voilà, au-delà du mental, voir ce qui résonne, ce qui est touché, ça peut être une émotion, ça peut être sentir, même si c'est une toute petite étincelle, qu'il y a une petite flamme qui est là, des fois qui vacille, des fois qui est... Oh là là, on se dit, ça y est, je la sens plus, mais non, elle est toujours présente. Des fois, il y a juste à souffler un petit peu dessus pour la raviver et juste laisser résonner ce message à l'intérieur de soi, voir si, justement, il n'y a pas un écho. S'il n'y a pas une part de vous, même qui semble très lointaine, perdue de vue, oubliée, une petite voix, justement, qui vous chuchote quelque part, qu'il n'y a peut-être pas une part, justement, de vérité, de chemin peut-être à faire à ce niveau-là. Et en tout cas, si ça résonne, enfin voilà, s'il y a des questions, parce que bien sûr, il y a effectivement des étapes dans le chemin, je suis complètement prête à y répondre, à échanger avec les personnes, à discuter, mais je pense qu'au-delà de ça, même si les personnes qui nous écoutent, on se rencontrera pas toutes dans cette vie-là, c'est juste, voilà, laisser résonner ce message, en fait. Et voir ce qui est touché, si ça vous rappelle quelque chose. Merci beaucoup, Aude, pour ce très beau moment que tu nous permets de vivre, pour avoir posé ta voix, pour avoir osé prendre la parole et ta place dans le podcast à cœur ouvert. Aude, où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que moi, je vous invite tous et toutes à la découvrir aujourd'hui. Voilà, si vous ressentez ce besoin qu'elle vous accompagne dans le chemin des émotions, de l'alignement, vraiment n'hésitez pas à regarder. Voilà, je suis en direct, je suis chamboulée par ces mots, par cette énergie du coup qui nous envahit aujourd'hui même. Est-ce que tu as un site? Est-ce que tu es sur est-ce que tu as d'autres réseaux? Donc je sais que tu es sur LinkedIn, mais est-ce qu'il y a d'autres réseaux?
Alors déjà, merci pour tes émotions que tu offres aussi et cette sensibilité-là. En fait, alors je suis basée en Bretagne, donc je suis tout près de la ville de Rennes. Donc j'ai un cabinet qui est en présentiel pour ceux qui sont pas très loin ou qui veulent venir. Maintenant, en fait, je travaille à distance. Je travaille avec le monde entier, francophone, hein, pour l'instant, voilà. Mais vraiment, où que vous soyez basé dans le monde, c'est complètement possible de me connecter. Donc j'ai un site internet, c'est lesateliers.audevalérie.com. Et puis sinon j'ai aussi ma chaîne YouTube où il y a déjà pas mal aussi de vidéos des fois qui peuvent aider dans ce chemin effectivement d'approche, de comprendre, d'outils, etc., de pistes de réflexion. Voilà, donc c'est les deux principaux moyens, et puis peut-être qu'on pourra indiquer sinon les liens autour de la vidéo quelque part si besoin peut-être. Voilà. Super. Alors, dans tous les cas, en avant, si cet échange il a résonné en vous, bah, c'est certainement pas le hasard. À cœur ouvert, ce sont des voix qui ne cherchent pas à briller, mais à éclairer doucement l'intérieur. Si vous sentez que quelque chose s'est déplacé en vous aujourd'hui, alors si vous êtes exactement au bon endroit. Encore merci beaucoup, Aude, pour le temps que tu as pris et pour, comme je dis encore, hein, cette belle émotion et cette belle énergie qui a résonné tout au long de ton épisode. J'espère te rencontrer. On se voit aussi en présentiel et au plaisir de te retrouver peut-être, on ne sait jamais, hein, sur une deuxième partie ou autre chose. On ne sait pas ce que l'univers nous réserve. Mais dans tous les cas, ça a été un plaisir de te découvrir aujourd'hui et je vous invite à aller la suivre. Allez, Aude, à très bientôt et on se dit, nous, rendez-vous pour un nouvel épisode de À cœur ouvert. Salut! Au revoir, merci beaucoup Cynthia. Salut, salut. She a black goddess, but I'm just that. It's a good piece of mental, that's the gap. At least a girl, I'ma love all your chat. Watching every step, every